Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e numéro de La Perme. Donc, je vous rappelle que La Perme se veut être un journal politique de confinement. Parole d'honneur est un média, mais c'est un média composé de militants politiques. Et donc, nous ne souhaitons pas être seulement un média qui diffuse l'information de façon pseudo-objective, mais on veut être un média de combat. Et donc, on souhaite peser sur l'actualité, on souhaite avoir du poids, et on souhaite aussi être une force de proposition et de dégager des pistes de lutte maintenant, mais aussi pour agir après le confinement, car la crise actuelle n'est pas seulement une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise politique. Pour rappel, nous sommes un média totalement autonome et indépendant, composé simplement de bénévoles. Et si vous voulez continuer à soutenir notre média et qu'on puisse continuer à faire des émissions comme ça, vous pouvez déjà nous soutenir déjà en likant cette vidéo et surtout en prenant 2 petites secondes là pour partager cette vidéo et qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Et ça va pouvoir aussi participer à faire un vrai débat enrichissant avec les invités. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page de Parole d'honneur pour suivre l'actualité et ne rater aucune émission. Et enfin, vous pouvez le faire en nous offrant des dons via le lien qui doit s'afficher de temps en temps sur l'écran. Alors, comme je l'ai dit, avec cette émission, on souhaite aborder de manière politique la période actuelle, la période exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'on fait intervenir différentes personnalités, autant des intellectuels, des syndicalistes, des hommes et des femmes politiques, des économistes, des artistes, des citoyens engagés. Mais on a aussi souhaité, avec ce format, donner la possibilité aux gens d'interagir, de poser des questions et des remarques aux invités. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le faire en posant vos commentaires dans la section commentaires de ce live. Donc, pour ce septième numéro, on va se demander avec nos invités si, face au scandale sanitaire actuel, il ne faut pas porter plainte contre le gouvernement. Pour en discuter, j'ai le grand plaisir de recevoir tout d'abord Daniel Obono. Alors, vous êtes député, et plus précisément député de la 17e circonscription de Paris, et vous êtes aussi membre de la France Insoumise, et vous avez aussi coécrit avec Caroline Fiat, qui est aussi une députée de la France Insoumise, le livre Insoumise à l'Assemblée. Donc, bonjour à vous, Daniel Obono. Bonjour. Et j'ai aussi l'honneur de recevoir Bruno Gassio. Vous êtes humoriste, scénariste, Non. producteur. Vous n'êtes pas humoriste. Ben non, cette espèce de confusion que tout le monde fait, j'ai jamais. Non, 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 non. J'ai écrit des émissions que j'espérais drôles, mais je me suis jamais présenté sur une scène pour faire rire les gens. Je suis pas un mec super marrant, moi. Et je suis juste auteur, en fait. Je suis auteur qui a l'élégance d'essayer de faire drôle. Donc, mais je suis pas humoriste. Un humoriste, c'est Jamel, mais pas moi. Donc, vous êtes auteur et casseur de présentation dès le début d'une émission. Voilà. Vous êtes, Alors, la définition de casseur d'ambiance me va très bien. Et créateur, ça, je peux le dire, créateur des Guignols de l'info, c'est pas une fake news. Si. Ah, le créateur des Guignols de l'info, c'est Alain de Greff, et je n'étais que auteur des Guignols de l'info. Alors, je l'ai fait pendant 16 ans, certes, mais j'avais une influence dessus, mais j'étais que auteur des Guignols de l'info. D'accord, ça marche. Bon, alors, c'est bien qu'on rétablisse des vérités, parce qu'il y a beaucoup qui le croient. Ici, et je le fais à chaque fois, et personne n'écoute. Hein. Ah, je suis désolé. Et par contre, là, je pense que ça va être vrai. Vous avez lancé un site internet pour porter plainte contre le gouvernement français suite à sa gestion de la crise sanitaire actuelle. Alors, c'est la société Octopus qui a monté le site. Mais je vais accepter d'être à l'origine de cette idée de citoyen, de se défendre à un moment contre pas un gouvernement, parce qu'on porte plainte contre X, donc c'est au sens très large, sur tous les gens qui ont fait qu'on a pris ou pas du retard. Mais pour savoir tout ça, il faut qu'il y ait une enquête. Et pour qu'il y ait une enquête, il faut qu'un juge d'instruction déclare une enquête ouverte. Et cette enquête, soit elle mène à un non-lieu, et on dit, bah non, il n'y a pas lieu de poursuivre, soit on dit, oui, il y a quand même eu pas mal de dysfonctionnements qui n'auraient pas dû avoir lieu. Il y a eu des mensonges. Et donc, dans ce cas, on ouvrirait un procès. Et à la fin de tout ça, éventuellement, il y aurait un jugement. La plainte n'est pas un jugement. La plainte, c'est la demande d'une enquête simplement de citoyens. C'est tout simple. D'accord. On va y revenir durant cette émission. Avant de nous lancer dans le bain, on va essayer d'être. On est quand même poli à parole d'honneur. On voulait savoir personnellement comment ça se passe le confinement pour vous. Est-ce que vous êtes obligé de travailler? Est-ce que c'est difficile en ce moment ou pas? Donc on va commencer par vous, Daniel Obono. Je pense que là, vous devez être très actif en ce moment.
Oui, oui, oui. Ben, écoutez, moi, ça va, heureusement. La famille va bien. Et puis, bon, c'est un confinement dans des conditions relativement acceptables. C'est-à-dire que j'ai suffisamment d'espace pour pas complètement péter un câble, alors que beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans des appartements petits, en surnombre, souvent mal équipés. Et je pense que ça doit être assez difficilement supportable. Et je pense que parmi les conséquences qu'on devra noter et dont on devra assumer la responsabilité, c'est aussi la question de, des troubles mentaux et des troubles psychologiques qui vont découdre de cette situation de confinement. En tout cas, il faudra se donner les moyens et exiger qu'il y ait des moyens pour accompagner toutes ces personnes. Moi, pour le moment, ça va et on est très actifs, oui, parce qu'en fait, on travaille en télétravail en tant que parlementaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, un certain nombre de choses qui relèvent aussi de ce que vous avez dit, c'est-à-dire essayer d'assurer dans des conditions assez spéciales, l'état d'urgence sanitaire, le contrôle du gouvernement, parce que ce qui n'est pas simple. Et donc, voilà, on essaie de suivre, et puis surtout pas de suivre, mais aussi d'anticiper, mais je pense qu'on en discutera, d'anticiper un certain nombre de choses, surtout quand on sait qu'il y a eu un tel retard à l'allumage et qu'on a l'impression que le gouvernement continue à naviguer assez à vue, ce qui risque aussi d'avoir des conséquences. Donc voilà, on essaie de faire notre travail de parlementaire et avec toutes les équipes aussi, je le dis, parce que c'est pas juste une personne ou même un groupe, c'est surtout beaucoup d'équipes qui sont en ce moment au travail à distance et qui se coordonnent de manière assez impressionnante. Voilà. Ouais. On va y revenir tout le long de cette émission. Et vous, Bruno Gassio? Alors, juste une petite précision, Daniel Bono, on me dit, l'équipe technique, si vous pouvez vous rapprocher un peu plus du micro pour qu'on entende un peu mieux. Ouais. Bruno Gassio? Moi, le confinement, c'est mon 20e jour. Moi, je m'étais auto-confiné 3 jours avant la demande de confinement, en fait, parce qu'il n'y avait pas un ordre, vraiment, il y avait une demande de confinement, parce que j'avais plusieurs symptômes qui me laissaient penser que je pouvais être touché par le Covid-19. Je toussais, j'avais un petit peu de fièvre, des diarrhées, des problèmes musculaires, donc je suis resté chez moi. Et puis aujourd'hui, tout va très bien. Mais je ne sais toujours pas quand je pourrai sortir, parce que comme il n'y a pas de test, et je ne sais pas quand je serai guéri. Comment on va savoir ça? Comment on va savoir que ça y est, c'est fini pour toi, tu peux y aller, tu vas bien, tu es immune ou tu n'es pas immune, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, j'attends des précisions. Là, j'ai entendu que normalement, le confinement se ferait par région, par étape. Qui va décider de ça? Comment on va faire pour laisser certaines personnes chez elles alors que d'autres sont dans la rue? Personne ne va rien comprendre. Ça risque d'être un beau bordel. Alors que s'il y avait des tests, je ne sais pas ce que fait le gouvernement actuellement. Peut-être qu'ils sont en train de travailler à la confection de millions de tests. Je le souhaite, je l'espère. Si dans un mois, parce que je pense que le confinement va encore durer au moins un bon mois, si à l'issue de ce mois, tout le monde peut se faire tester très rapidement et sortir, ce sera quand même déjà pas mal. Pour l'instant, on n'en est pas là. Sinon, mon confinement, un peu comme Daniel, je suis dans un appartement qui est plutôt confortable, j'ai de la place, on est 3 dans l'appartement et on a chacun la possibilité de s'isoler des autres quand on veut vraiment être tranquille. On essaye... Là, on fait un peu moins gaffe depuis quelques jours, mais on essayait de ne pas se croiser trop parce qu'on ne savait pas. Moi, je ne savais pas si j'étais malade, tout ça. Donc, on a vraiment été extrêmement sérieux. Je ne suis pas sorti depuis... Je suis sorti une fois faire des courses au bout de 10 jours et j'y suis pas retourné depuis. C'est toujours la même qui fait les courses. Ça, c'est bien. Et oui, on préfère qu'il y en ait qu'un qui sorte et qui prenne un risque. Et du coup, voilà, mais je le vis assez bien, moi, voilà, parce que je suis chômeur, donc j'ai pas trop de travail à faire. Je suis chômeur et j'avais une pièce de théâtre, on jouait une pièce de théâtre avec un copain à moi depuis quelques mois et on devait partir en tournée là et il n'y aura pas de tournée. Voilà. Donc il y a un gros manque à gagner aussi là-dessus. Je sais pas comment ça se passe pour nous, je sais pas. Ça soulève plein de questions. Avant d'entrer dans le débat, je voudrais rappeler aux gens qui peuvent commencer, là on commence à en avoir, commencer à poser les questions sur le commentaire et on fera remonter. Avant de vraiment rentrer sur la plainte, je voulais vous parler d'une actualité. On est obligé d'en parler à parole d'honneur parce que c'est le scandale du jour. C'est les professeurs
C'était ce matin à Helsinki. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a les professeurs Locht. Alors, je dis souvent très mal son nom de famille. Bon, c'est pas très grave. Donc, directeur de recherche à l'INSERM et le chef de service de l'hôpital de Cochin, le professeur Mira, qui était d'accord ce matin pour proposer l'idée de faire tester les vaccins en Afrique. Et je les cite. Si j'étais un peu provocateur, je dirais qu'on pourrait aller faire les tests en Afrique. Ils n'ont pas de masque, pas de traitement, pas de système de réanimation. On peut donc aller tester chez eux. C'est un peu comme quand on teste les vaccins de sida sur des prostituées, car on sait qu'elles ne se protègent pas. Alors, ça a provoqué une véritable tollée, ce qui est tout à fait légitime. C'est quoi votre ressenti là sur ce racisme décomplexé où l'Afrique est encore un peu le laboratoire et les Africains les cobayes des Occidentaux? Daniel Obono, pour commencer. Bah, je ne sais pas s'il y a besoin de commentaires en fait. Les propos parlent d'eux-mêmes, si je puis dire. C'est absolument lamentable. Enfin, je sais pas comment ça se rajoute. Ben voilà, à une très longue histoire et de très longues pratiques où effectivement on considère des millions et des millions de personnes comme simplement de la chair à canon ou pas des humains quoi en fait, pas des gens qui ont droit au respect élémentaire et à des droits et voilà et qu'on va pas utiliser comme des sujets, des objets. Enfin voilà, c'est dans la lignée des politiques et des pratiques coloniales, esclavagistes, coloniales, etc. Enfin bref. Bon. Après, voilà, ça fait partie des horreurs qu'on entend et je pense que derrière, il y a un vrai débat, y compris sur la mise en œuvre des politiques publiques, sur l'accès aux médicaments, il y a tellement de choses dont on devrait discuter de la responsabilité, y compris d'un certain nombre de pays, sur les brevets, etc., sur le fait que, y compris en comparaison, si comparaison il peut y avoir, il y a certainement sur les pandémies qui sévissent sur le continent en ce moment, et les choix de laboratoires privés et de pays de refuser les génériques, de refuser en fait d'éradiquer un certain nombre de maladies, de pandémies qui existent sur le continent pour simplement le profit, quoi, parce que ça leur rapporte en fait que des millions de gens meurent de maladies qui sont tout à fait éradiquées ailleurs. Voilà, ça ce sera un vrai débat, mais bien sûr, c'est pas celui qu'il y a, et en fait, voilà. Ouais. Bref, voilà. Bruno Gassio, vous voulez ajouter un point ou Non, je crois que Daniel a tout dit. Je crois que les propos sont atterrants, et ce qui est encore peut-être plus atterrant, c'est que ces deux personnes se sentent autorisées à les tenir. Parce que on sait bien que il y a un racisme latent, permanent dans la population française. Je ne pense pas qu'on en soit exempt tous autant qu'on est. On a tous des réflexes racistes envers n'importe qui, pas spécialement au continent africain. On se dit oh putain, ils bouffent de ça, ils sont. Et on parle des Chinois. On a tous ce type de réflexes contre lesquels on lutte en permanence, et c'est pas très grave d'avoir ce type de réflexe si on lutte contre. Là, ce qui est le plus atterrant, c'est qu'ils se sentent autorisés, sous en plus l'autorité médicale, de dire ça sur une chaîne. Il n'y en a pas un qui se retient en disant non, dis pas ça, dis pas ça. Non, ils y vont, quoi. Et l'autre lui répond. Moi, je ne l'ai pas vu, évidemment, en direct, le truc. Je ne regarde pas ces chaînes, je ne les regarde plus. Mais j'ai vu ça sur Twitter. J'ai même pas réagi. J'ai dit, bon, je suis passé. Je ne l'ai pas retweeté. Je suis passé. Je trouve même pas. C'est au-delà de scandaleux, quoi. Mais le pire pour moi, c'est l'autorisation qu'il se donne de tenir ce type de propos. Il n'y a plus de retenue. Le après va être très, très compliqué. Voilà, Eh ben, écoutez, on va parler directement du sujet qui nous concerne. Donc, Bruno Gassio, vous avez fait un site, pas seulement vous, mais d'autres personnes, vous avez fait un site pour porter plainte contre. Maintenant, je fais attention à tous les propos que je vais dire. Non, mais c'est. Donc, vous avez porté plainte contre le gouvernement. Est-ce que. Donc, je sais que le lien, qu'on va diffuser le lien durant ce live sur la vidéo. Ils peuvent y aller durant l'émission. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi avoir créé ce site? Quels sont les objectifs? Alors, je vais essayer de faire court et de synthétiser un petit peu en faisant un brin d'histoire là-dessus. Il y a 600 médecins qui ont porté plainte devant la Cour de justice de la République, c'est-à-dire que c'est un organe, la Cour de justice de la République, qui juge les ministres
pas le président, je crois, parce qu'il est immunisé, lui contre tout du coup, mais on peut juger des ministres, il faut les nommer. Donc là, il y a 2 ministres et le président de la République qui ont été nommés, Édouard Philippe et Agnès Buzyn, puisque elle a dit j'ai menti, et j'ai volontairement, et j'ai informé le président de la République et le Premier ministre du danger le 24 janvier. Quand j'ai vu sur Twitter que 600 médecins portaient plainte, j'ai trouvé que c'était beaucoup, 600. C'est énorme. Je me dis, putain, il y a quand même... Bon, et j'ai juste tweeté, est-ce que nous, citoyens, on peut, dans une sorte de class action qui n'existe pas réellement en France, c'est un peu compliqué, s'associer à cette démarche? Parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir des réponses, et je ne suis pas médecin, et j'aimerais bien avoir des réponses. Ont-ils menti ou pas? Ont-ils été informés bien ou pas? Est-ce qu'ils ont été à ce niveau de connaissance bien informés ou mal informés? Ça, j'en sais rien. Le seul son de cloche que j'ai, c'est le son des cloches des éditorialistes dans les médias ou les porte-paroles au sens large du gouvernement qui disent on ne pouvait pas savoir, attendez, c'est une pandémie, on n'en est pas là, il faut passer à autre chose. Mais suite à ce tweet, j'ai reçu des messages de quelques avocats que je connais, d'amis, j'ai des amis avocats qui me disent ben, si, on pourrait, mais nous, on ne peut pas porter plainte devant la Cour de justice de la République parce que il faudrait qu'on se groupe et ça serait un peu compliqué. Par contre, individuellement, chaque personne, chaque citoyen peut demander des comptes à la justice, ce que je disais au début, en disant moi, citoyen, j'ai été mal informé. Alors, je vais reprendre l'intitulé parce que je l'ai sous les yeux, mais il y en a un qui est vachement bien, c'est « Abstention volontaire de prendre les mesures visant à combattre un sinistre ». C'est l'article 223-7 et 223-7-1 du Code pénal. Ouais. Cet article dit, en fait, vous vous êtes abstenu de prendre des mesures et je veux, moi, que vous me rendiez des comptes, moi, citoyen. Et pour ça, le seul moyen, alors il y a 3 autres possibilités. Il y a homicide involontaire. Oui, ça c'est une accusation très grave, homicide involontaire. Ah bah, homicide involontaire, c'est très grave, mais il y a eu des morts, donc il y a eu homicide. Oui, il y a violence. Oui. Ah, mais je veux dire, c'est... Il y a violence involontaire et il y a mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Chacun, chaque citoyen, selon son cas, parce qu'il faut porter plainte avec un fait qui vous touche directement, peut porter plainte. Et devant le procureur de la République de chaque région. Alors on sait que le procureur de la République de Paris est plutôt mis en place par Macron et qu'il ne va pas lui chercher les poux dans la tête, ça c'est sûr, mais les plaintes affluent sur son bureau. Ensuite, les procureurs en province, partout, dans toutes les régions, il y a des procureurs, eux peuvent recevoir les plaintes et décider à un moment d'ouvrir une enquête préliminaire en se disant je reçois un nombre de plaintes assez conséquent, donc je vais quand même demander une enquête. À partir du moment où on demande une enquête, alors tout le monde peut s'engouffrer derrière. S'il y a une enquête, il y aura forcément à un moment quelqu'un qui va dire il y a lieu de poursuivre ou il n'y a pas lieu de poursuivre. Et ça, c'est ce que je veux savoir. Moi, ma démarche, elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est même pas anti-gouvernementale. Je suis anti-macroniste, tout le monde le sait, je ne veux pas en rajouter. Mais là, ce n'est pas anti-gouvernemental. On est dans une structure, la Ve République, qui est un état de droit, qu'ils viennent de faire péter, là d'ailleurs, ils ont fait sauter l'état de droit. Ouais. On va en parler. Ouais. On va en parler, ouais. Et on est dans un état de droit. Les citoyens ont le droit de demander des comptes aux gens qu'ils ont élus. Même si je n'ai pas voté pour Macron, il est mon président. Je n'ai pas voté pour M. Philippe, qui lui est nommé. Je n'ai pas voté pour Mme Buzyn, qui a été nommée. Donc, ces gens ont des comptes à rendre aux citoyens. Ils les ont. Alors, est-ce que c'est le moment? Moi, je pense que oui. Après, il y a des gens qui disent on est union sacrée, on est en guerre, il ne faut pas faire ça. Mais si on ne le fait pas maintenant, avant, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment parce qu'on est en guerre, il faut tous être solidaires. Et après, on nous dira allez boire des coups, oublions tout ça, c'est le passé. Ouais. Je ne veux pas ça. D'autant que porter plainte n'entrave en rien l'action des pouvoirs publics sur ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas parce qu'il y aura une plainte de déposer que ça va arrêter la fabrication de masques, la fabrication de tests, la fabrication de gel. Ça ne va rien arrêter du tout. Donc, l'idée de la plainte, c'est préparons demain, dès maintenant.
parce que c'est long aussi les enquêtes et les plaintes. Ça va prendre des mois et des mois. Donc, l'idée, c'est qu'un grand nombre de citoyens s'emparent de ces plaintes. Il y a 3 modèles de plaintes. Il faut remplir la partie personnelle, voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment j'ai ressenti le manque d'information, voilà comment quelqu'un de ma famille a été touché par la maladie, voilà comment moi j'ai été touché par la maladie, une association peut le faire, un syndicat peut le faire, et à la fin de tout ça, on comptera le nombre de plaintes et le nombre d'enquêtes qui auront été ouvertes. Et j'espère, à la fin de ça, qu'on aura des réponses. J'espère pas, et je tiens à le préciser pour les gens qui ne seraient pas d'accord avec moi, je ne tiens pas à ce qu'on condamne le gouvernement. Je tiens à ce qu'on m'apporte des réponses qui éventuellement me feront le condamner ou feront condamner le gouvernement dans les urnes le coup d'après. Voilà, c'est ça la démarche. Oui, ça permet aussi de faciliter la démarche aux gens d'avoir tout de... Alors oui, mais il suffit d'aller sur le site et vous verrez qu'il y a les plaintes et il y a une notice d'explication qui explique comment on fait... déterminer le procureur de la République compétent de sa région dans un premier temps, compléter son état civil, enfin tous ces trucs-là. Et on peut envoyer la plainte par lettre recommandée avec accusé de réception en ligne. Voilà, la poste.fr, lettre recommandée en ligne, ça arrive. Voilà. D'accord. Daniel Obono, est-ce que vous et peut-être la France Insoumise, vous soutenez ce genre d'initiative? Alors, moi, la France Insoumise n'a pas pris une position officielle, puisque en plus, en tant que parlementaire, vis-à-vis d'une procédure de justice en cours, on est plus ou moins tenu à une forme de réserve. Mais moi, je peux le dire personnellement, je pense que c'est extrêmement important, nécessaire, c'est utile aussi, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait vivre le fameux état de droit, en fait. L'enjeu, c'est que l'ensemble des pouvoirs se contrôlent et contrôlent le fait que les droits des citoyens et des citoyennes soient respectés. Donc, le droit à la sécurité, à la sûreté, le droit à avoir accès à un système de santé en bon état, etc. etc. Et je pense que c'est vraiment une question de droit et de justice individuelle et collective. Et c'est comme ça que la démocratie doit fonctionner. Il faut que la justice fasse son travail, qui est justement de s'assurer que les droits des personnes soient respectés. Et je pense que d'ailleurs, c'est une démarche qui a déjà été utilisée il y a quelques mois par des collectifs de citoyens et citoyennes et d'associations sur la question du chlordécone, par exemple, en Outre-mer, qui ont organisé justement une action de plainte collective de ce type-là. C'est la question, par exemple, du chlordécone, ça date de décennies, c'est un scandale absolu, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est sur les mêmes enjeux, c'est-à-dire des actions qui ont été menées en toute connaissance de cause et qui ont un impact aujourd'hui sur la santé, sur l'environnement, mais en fait, voilà, c'est désastreux ce qui se passe. Et donc, pour moi, c'est absolument nécessaire, important et utile, en fait, y compris en tant que parlementaire, parce que nous aussi, nous avons interpellé très tôt pour que le Parlement puisse faire son travail, c'est-à-dire pouvoir vérifier ce que fait le gouvernement, pouvoir contrôler ce qu'il fait avec les moyens limités que la Ve République donne au Parlement, et on sait qu'ils sont très limités, et que voilà, on essaie juste un peu de mettre la lumière pour éviter que l'exécutif aille trop loin ou passe trop en force, mais malheureusement, on est limité, mais on veut utiliser tous ces outils-là. Et donc, parmi ces outils, il y a les commissions d'enquête parlementaires qui doivent aussi se mettre en place. Alors, pour le coup, là, on nous a dit, bon, c'est pas le moment parce que, voilà, on est en cours, mais ce qui est sûr, c'est que il faudra une enquête parlementaire précise, parce que là aussi, c'est pas juste parce qu'on veut, c'est aussi de notre responsabilité de parlementaire de vérifier ça, de contrôler, de savoir et d'avoir des réponses qu'on n'a pas sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été anticipé, etc. Ou alors, en fait, les éléments qu'on a, en fait, pointent plutôt dans le sens de la sous-estimation, de la mauvaise organisation. Les propos, par exemple, de l'ancienne ministre Buzyn sont extrêmement graves. Ce qu'elle dit dans son entretien au Monde et ce qu'elle a dit dans son entretien au Monde, en fait, c'est voilà, ça relève effectivement du pénal, en fait, les propos qu'elle a tenus.
Et voilà, donc c'est un devoir d'avoir ces réponses. Et je crois que voilà, on a le pouvoir parlementaire, législatif, on a le pouvoir judiciaire, on a le pouvoir exécutif, et l'ensemble de ces pouvoirs doivent être contrôlés, doivent s'équilibrer. Et c'est pour ça que je pense que c'est complémentaire, en fait, l'action citoyenne en justice, et le travail de la justice est complémentaire avec le travail parlementaire qu'on fait et qu'on va devoir continuer à faire, notamment à travers une future commission d'enquête. Alors, je suis désolé, Daniel Obono, je suis encore obligé de vous préciser de bien rapprocher parce qu'on me dit qu'on entend très mal. Je suis vraiment désolé. Là, j'ai une question un peu plus technique. Est-ce que, parce qu'on a les gens qui sont quand même devenus très méfiants envers les institutions, est-ce qu'il y a des chances vraiment d'aller jusqu'au bout avec cette plainte? Et je ne sais pas, est-ce que par exemple ça existe juridiquement en France la destitution pour faute grave? J'en sais rien. Je crois que la destitution du président de la République est une procédure très très particulière et que les raisons qui font qu'il pourrait être destitué sont très 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 minces. Je crois qu'il y a trahison, il y a haute trahison, c'est-à-dire que ce serait en temps de guerre, il aurait fait quelque chose il aurait trahi son pays. Par exemple, vendre des masques aux Américains sur un tarmac, enfin un truc comme ça. Non, je plaisante, c'est une plaisanterie, Mais je crois que ça, bon, et puis il y aurait le fait qu'il soit complètement fou et incapable de tenir son rang, sa fonction. Et dans ces cas-là, il y a une procédure pour le destituer qui passe par l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, la réunion même par le Parlement, la réunion des deux assemblées. Et il faudrait qu'il soit majoritaire. Pour revenir sur ce que disait Daniel au sujet des enquêtes parlementaires, évidemment qu'il y en aura une, parce qu'il faut qu'il y en ait une, et même, je pense que La République En Marche la réclamera pour se dédouaner. Par contre, comme le Parlement est tenu complètement par La République En Marche, on l'a vu sur Benalla, dès qu'il y a une enquête parlementaire qui est ouverte, elle est présidée par un République En Marche, elle est co-présidée généralement par un LR, c'est eux qui en ont le plus après, et la parole est distribuée par ces gens-là, et donc pas distribuée réellement, et quand ça devient gênant, on dit, ben voilà, l'enquête parlementaire est terminée, maintenant on va écrire notre rapport. Et sur l'affaire Benalla, il a fallu que ce soit le Sénat qui fasse encore 1 an d'enquête derrière, et j'étais ravi que le Sénat le fasse. C'est les Républicains, le Sénat, qui tiennent le Sénat. Et moi, j'étais là en disant, je voyais bas, je disais, vas-y, pose des questions à Benalla, vas-y. Et en fait, on devenait tous fous. Et simplement, ce qu'on recherche, c'est pas il n'y a pas une vengeance politique ou de se dire on les tient. C'est simplement qu'on arrête de nous infantiliser, nous, citoyens. On peut nous dire la vérité. Je change un peu de sujet, mais qu'est-ce qui pose un énorme problème aujourd'hui à toute la République En Marche, au président de la République, au Premier ministre, à M. Véran qui se débat comme il peut en ayant récupéré la patate chaude de Buzyn qui s'est barré. Le mec, il arrive, il dit ouais, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu pensais que tout va bien, gars? Ce qui pose un problème, c'est que dès le départ, on nous ment. Il y a un mensonge. Il manque de masques. Et au lieu de nous dire, très simplement, aujourd'hui, écoutez, on s'est trompé. On pensait que ce serait une épidémie qui n'arriverait pas chez nous, elle est arrivée, on s'est trompé. On n'avait pas de masques, pas assez. On est en train de les faire. Mais ça va prendre du temps. Pardonnez-nous et aidez-nous. J'irai pas porter plainte contre des gens qui me disent tout va, voilà, on s'est trompé, pardonnez-moi. Là, ils sont en train de nous dire vous êtes des imbéciles, vous êtes des crétins, les gars, vous comprenez rien à rien. Bah si, on comprend quand même, tu sais, on n'est pas bête, on a bien vu que le 24 janvier, tout allait bien, que tout le mois de février, il n'y avait pas de problème, que jusqu'au 15 mars, il fallait aller voter, tout roulait, et puis que depuis, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui fonctionne, mon gars. Donc, il y a un moment, il faudra rendre des comptes de ça, parce que tu aurais pu faire différemment. Et même encore aujourd'hui, si on m'avait dit ça, franchement, je ne serais même pas allé créer ce site, je n'aurais pas fait ça, franchement. Mais avant votre réponse, pour aller dans votre sens et pour vous encourager encore plus à porter plainte, est-ce que vous avez vu ce matin le dossier de Mediapart, le long dossier de 29 pages au titre évocateur, masque les preuves d'un mensonge d'État, qui relate chronologiquement toutes les incuries, les mensonges, les retards et les mauvaises décisions qui ont été prises pour le gouvernement. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous étonne ou en fait on le savait tous?
Qui veut commencer? Ah ben, elle est partie ailleurs, elle n'a plus le truc. Moi, je l'ai. J'essaie de m'assurer que ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien là, on t'entend. Moi, là, oui, Ok. là, on entend bien, là. Ok, je vais garder ça comme ça. C'est vrai. Du coup, je prends la parole. Mais d'abord, par rapport au début de la question, et je vais faire dans la foulée, sur la restitution, c'est effectivement une procédure assez lourde et difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut les deux, l'Assemblée et le Sénat. En fait, il faut réunir la Haute Cour de justice de l'État. Et donc, voilà, c'est assez difficile. Mais la question, c'est quel outil. Et c'est vrai que sur la commission Benalla, je pense que ça a montré les limites et la Ve République et d'avoir un Parlement avec une majorité de godillots. Mais ça a aussi montré justement, en fait, rendu public l'incurie de ce pouvoir et son caractère complètement paralysé et assez pathétique en fait d'essayer de couvrir le chef de l'État. Donc ça aussi, je pense, cette vertu-là, en fait, entre guillemets pédagogique, je mets des guillemets parce que c'est tellement utilisé n'importe comment, mais je pense que on a quand même gagné le fait que les auditions soient retransmises, etc. Et ça, voilà, les gens ont pu voir en fait. On peut voir de l'intérieur comment l'institution était défaillante. Et je pense que ça a au moins cette vertu-là. Et je pense que dans le cas de la crise sanitaire et de ses conséquences, ce sera d'autant plus utile. Et puis en plus, ça fait partie, en fait, ça fait partie de notre fonction, quoi. Sinon, on ne sert à rien d'autre. Et je pense que cette bataille-là, elle est nécessaire et il faut l'avoir en tête, y compris pour maintenant, par rapport à ce qui était dit sur ce qui se fait maintenant, parce qu'on continue à poser un certain nombre de questions et ne pas avoir ces réponses. Et je pense que ça comptera aussi justement pour quand la crise sera passée et demander des comptes, par exemple, ce qui était dit tout à l'heure par Bruno Gassio sur la planification du déconfinement. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment on fait pour que, dès maintenant, pour que l'ensemble des gens qu'ils envoient travailler alors que ce ne sont pas dans des secteurs essentiels soient testés systématiquement. Comment on fait pour que les personnes confinées soient confinées dans de bonnes conditions, de manière ciblée? Comment on réquisitionne, etc. Ça, c'est des questions dès maintenant dont il faut qu'on obtienne des réponses et il faut qu'on sache comment ils prévoient de le faire. Parce qu'ensuite, quand ils vont annoncer qu'on renouvelle le confinement pour 15 jours et ensuite 15 jours et 15 jours, on peut pas fonctionner comme ça à vue en fait et attendre qu'ils nous fassent dans leur conférence de presse soi-disant la transparence, mais en fait où ils donnent au compte-gouttes des informations sans prévision. Bref, je pense que voilà, ça c'est une exigence. Et juste sur la posture, c'est pas une question, en tout cas, bon, nous on est une opposition qui a toujours assumé d'être l'opposition frontale, de pas être d'accord, de se poser en recours en alternative. Mais au départ, l'attitude qu'on a eue, ça a été de dire, bon, je veux dire, ça peut paraître naïf, mais on fait confiance quand il y a eu les premières annonces en disant, bon, il y a des consignes, par exemple, sanitaires, on les a relayées, on a dit faites attention, etc. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte, comme disait Bruno Gassio, qu'on nous prenait un peu pour des cons. C'est-à-dire qu'on nous explique le samedi à 20h qu'on va faire le stade 3 et qu'on maintient le premier tour des élections. Et on pose des questions, on dit comment est-ce que vous pouvez garantir la sécurité sanitaire quand il y a des milliers de personnes qui vont aller voter, donc il y a un problème. Donc ça a été le premier signal, et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses, et y compris parce que ça appelle aussi notre propre responsabilité. Moi, je parle pas au nom du groupe, mais au niveau de l'Assemblée nationale, quand on a en fait eu connaissance des premiers cas de collègues qui étaient contaminés dans la fameuse commission d'affaires culturelles où était Franck Rister et où ont été les premiers cas. Quand on a dit, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas tester les personnes qui étaient dans cette commission toutes pour s'assurer que elles n'aillent pas ensuite contaminer d'autres personnes. Quand on a posé la question, alors en fait, qu'est-ce qu'on fait nous? C'est-à-dire, on est ensuite allé faire en campagne et je pense que malheureusement, on a été des vecteurs de propagation de l'épidémie. Ouais. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent aussi de notre responsabilité dans ce qui s'est passé et du fait qu'on n'a pas eu les informations nécessaires, on n'a pas eu les consignes nécessaires. Et encore une fois, nous,
Je veux dire, on est des gens responsables. Si on nous dit, bon, là, il y a un problème il faut faire ça ou il faut pas faire ça, au départ, on a dit banco, oui, si vous dites qu'il y a un problème, ok, on est responsable. Mais c'est pas ce qui a été fait et je pense que voilà pourquoi, voilà, ce qui apparaît sur la question des masques, ce qui apparaît sur la question des médicaments, ces questions-là, elles nécessitent des réponses et donc il faut construire un rapport de force et toutes les démarches, donc notamment cette plainte participe de ce rapport de force qu'il faut maintenir vis-à-vis du gouvernement. Je peux poser une question à Daniel Obono? Ouais. Oui. Sur les élections, j'ai entendu le Premier ministre dire, et pratiquement tous les membres du gouvernement, que tous les partis politiques avaient été informés et que tous les partis politiques étaient d'accord pour organiser ces élections. Est-ce que c'est vrai? Non, ça a été dit et redit, absolument pas. Comme je l'ai dit, nous, on a appris samedi soir, c'est-à-dire juste comme tout le monde, que on était en stade 3, que les écoles allaient être fermées, mais que le premier tour était maintenu. Pendant tout l'après-midi, on avait vu les dépêches de presse qui disaient que le premier tour serait reporté, et en fait, on a une discussion en se disant, mais en fait, alors, ils reportent le premier tour, mais les écoles continuent à être ouvertes, etc. Donc, on s'est posé un certain nombre de questions, et on a été assez interpellés. Mais à aucun moment, pendant je crois qu'il y a eu 1 ou 2 réunions des chefs de parti et présidents de l'Assemblée nationale avec le Premier ministre, cette question n'a été posée et les différents paramètres, c'est-à-dire les différentes options, c'est-à-dire mettre sur la table, alors voilà la situation, si on maintient, si on ne maintient pas, à aucun moment ça n'a été fait. Et ça a été reçu par Jean-Luc Mélenchon, par Adrien Quatennens qui nous représentait, par y compris Olivier Faure, à aucun moment ça n'a été fait. Quand ça a été fait pour la question du second tour. C'est-à-dire après. Et à ce moment-là, on a dit, bah oui, vu la situation, on va pas les maintenir. Mais sur le premier tour, c'est un mensonge. Et ça fait partie des choses parce qu'ils l'ont répété à plusieurs reprises. Bah oui, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, non, mais bon, enfin, faut vraiment arrêter là. Encore aujourd'hui. Bah oui, encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est un signal justement de cette stratégie du gouvernement d'essayer de se couvrir et de se défausser de ses responsabilités. Parce qu'encore une fois, franchement, nous, on a eu ce débat-là entre nous. C'est-à-dire qu'y compris, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle les gens d'aller aller voter quand même? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'était vraiment très, très, très violent et très énervant de se retrouver embarqué dans ce truc et d'embarquer aussi les gens dans ce truc. Comme je disais, il y a un sentiment aussi de responsabilité. On a fait campagne pendant 1 semaine, alors qu'on était certainement contagieux. On a appelé les gens à se mobiliser. Enfin, cette gestion a été un vrai n'importe quoi et ça fait partie des choses où d'entendre Édouard Philippe prêter serment et à expliquer par quels moyens, par télégramme, par texto, par voie orale, il a informé formellement les membres de la France Insoumise ou du mouvement de l'option de maintenir ou pas les élections. J'espère l'entendre justement devant la justice ou devant une commission parlementaire dire clairement et précisément quand est-ce qu'il l'a fait, parce qu'en tout cas, nous, on n'a pas reçu le message. C'est très curieux ce truc-là, parce que j'ai entendu Olivier Faure dire on n'a pas été informé, j'ai entendu Marine Le Pen dire on n'a pas été informé, j'ai entendu Retailleau dire on n'a pas été informé, et pourtant on continue à dire, le gouvernement continue à dire tout le monde était d'accord pour faire ce premier tour. Non, mais c'est assez incroyable, mais bon. C'est qu'ils le disent tellement souvent et avec tellement d'assurance qu'on se dit ça ne peut être que vrai. C'est pour ça que je pose la question, parce que là j'ai quelqu'un de la France Insoumise là, donc j'en profite. Est-ce que vous avez été informé? La réponse elle est claire. Non, et en plus, moi, je peux assumer le fait qu'on s'est posé la question à un moment donné et on savait pas et on n'avait pas mais y compris parce qu'on n'avait pas d'éléments pour juger. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont passé leur temps à rassurer véritablement, et c'est ce qui était dit dans les discours jusqu'au samedi soir, et encore même le samedi soir, ils rassuraient en disant on peut bien aller voter, on peut bien aller acheter ça. Ils ont passé leur temps à rassurer, y compris à nous rassurer. Quand ils recevaient les chefs de parti, Jean-Luc Mélenchon nous renvoyait des infos en direct en disant bon, ils nous refont un speech, bon, ça va, tout est sous contrôle, etc. Et donc nous,
on a fait un minimum confiance parce qu'on se dit quand même dans ce genre de situation, on peut avoir des désaccords politiques, mais bon, quand même, c'est des gens responsables. Ouais. Ils vont pas nous raconter n'importe quoi. Donc, on s'est peut-être trop rassuré à bon compte, et donc maintenant, on s'y fera pas prendre. Mais ils ont pas trop à rassurer. Vous faites trop gentil, trop confiance. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions des auditeurs, parce qu'on en a reçu. J'invite les gens à continuer à poser leurs questions. Alors, la première question, c'est Faiza qui demande « Pensez-vous qu'il soit envisageable d'étendre la class action à la Belgique et à d'autres pays européens auprès d'une juridiction internationale? Nous devons essuyer les mêmes conséquences de mêmes incuries ici aussi. » Donc, la possibilité d'étendre à d'autres pays. Eh ben, je vais demander aux avocats avec qui je vais travailler tout de suite. Et on va prendre langue, comme on dit, avec des pays étrangers, avec les Belges au moins. Et puis, on va voir, oui, bien sûr, ouais, peut-être. Je vous donnerai une réponse dans quelques jours. Pour l'instant, mais on va le faire, ouais, bien sûr. Si je peux rajouter, y compris du point de vue français, je crois qu'il y a une procédure qui permettrait de porter le dossier aussi devant la Cour européenne. Ah ouais. Je suis commissaire aux lois, mais pas juriste. Mais même la France seule pourrait mener aussi une action au niveau européen. Mais c'est vrai que c'est utile de se coordonner. Quoique on va regarder les ça. stratégies ont pu être différentes et être mieux gérées, mais c'est vrai que… On va regarder ça. Alors là, je vais mettre deux questions parce qu'elles sont un peu les deux questions techniques à la suite sur les plaintes. Il y a David Divetan qui demande quel sera le délai de traitement de ces plaintes, 10 ans, y aura-t-il d'autres actions plus rapides? Et Wiz Ren qui demande c'est peut-être naïf, mais est-ce que c'est pas risqué individuellement vu que c'est pas anonyme? Ah ben oui, porter plainte, c'est se dévoiler un peu, oui, bien sûr. Il faut bien se dévoiler, mais on est aussi… Quel est le risque de porter plainte? Il n'y a aucun risque à porter plainte. Le seul risque, c'est que sa plainte soit refusée. Mais on ne peut pas être attaqué parce qu'on a porté plainte, sauf en cas de plainte abusive et répétée. Mais là, il n'y a pas de plainte abusive, il y a quelque chose qui est… des modèles de plainte qui sont à la fois avec des qualifications claires, qui sont argumentées, étayées. Les faits, il y a 20 ou 30 pièces jointes, je crois, et on en ajoute tous les jours. Là, on va ajouter aux pièces jointes, par exemple, toute l'enquête de Mediapart de ce matin, elle va être jointe, bien sûr, parce que ça fait partie des mensonges qui nous ont été racontés, et on veut avoir des explications là-dessus. Bien sûr qu'il faut qu'on ait des explications. Donc, le risque… Il serait quoi que la police débarque un matin en disant vous faites partie de ceux qui ont porté plainte, tout ça. Bon. Non, faut pas avoir peur de ça. Il n'y a aucun risque à porter une plainte. Voilà. Quant au délai, a priori, ça dépend du procureur de la République de sa région. Et si le procureur de la République décide d'ignorer les plaintes, alors on en est, je vais aller voir sur le site en même temps que je vous parle, on en est actuellement à 114 608, 609, 610. Voilà, il y a plein de gens qui téléchargent. On en est presque à 115 000 téléchargements. Je ne sais pas combien de plaintes ça occasionne, évidemment, je ne peux pas le savoir. Ça, c'est pas moi qui maîtrise ce chiffre-là. Nous, le chiffre qu'on maîtrise, c'est celui de notre compteur. On arrive à 115 000. On devrait arriver à 150 000 téléchargements. S'il y en a 1% seulement qui porte plainte, c'est déjà énorme. Ce serait déjà énorme. Après, on peut comprendre aussi les inquiétudes des gens. Je rappelle qu'il y avait Macron qui avait dénoncé ceux qui portaient plainte et qui, derrière, avait un ton assez menaçant. Et il y avait Édouard Philippe qui disait qu'il ne laisserait personne dire qu'il y a eu du retard dans… Non, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous que l'autre me dise que je suis irresponsable. Il a le droit de dire que je suis irresponsable. Il a son avis. C'est irresponsable de déposer une plainte. Ah bon? Depuis quand c'est irresponsable de demander tranquillement, sans rien casser, sans troubler l'ordre public? Depuis quand c'est irresponsable de porter plainte pour avoir des réponses à des questions légitimes? Il n'y a aucun… Et quant à « je ne laisserai personne dire qu'on a pris du retard », c'est même l'objet de la plainte, monsieur. Donc, vous devriez porter plainte aussi. Vous devriez vous associer pour dire « je suis tellement sûr qu'on a tout fait bien », que je m'associe, ouvrons une commission d'enquête, ouvrons une enquête, même pas une commission d'enquête, ouvrons une enquête aujourd'hui, essayons de régler ce problème en 2 jours et vous allez voir que vous faites fausse route. Et si je faisais fausse route, je mangerais mon béret et tout ce qu'il y a sur mon bureau
Et je lui dirais, je suis vraiment désolé, monsieur, mais j'avais besoin de savoir. Merci de m'avoir répondu. On demande rien d'autre. L'infantilisation qui consiste à prendre les gens pour des imbéciles et des imbéciles qu'il faudrait rassurer et non pas informer, mais c'est me prendre pour qui, moi, citoyen. C'est incroyable. J'ai pas besoin d'être rassuré, moi, je me rassure tout seul. Je suis pas un enfant. Il y a aussi la culpabilisation des citoyens qui ne font que leur droit de demander des comptes. Oui, mais là, il ne va pas y arriver parce qu'il y a un truc qu'ils oublient. J'ai l'impression qu'ils oublient ça. C'est qu'on est confiné. Et confiné, tu es chez toi, tu n'as rien d'autre à faire que de t'informer, de lire, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et à la fin, soit tu dis le gouvernement fait tout très bien, les pauvres, tout ça, et tu fais rien, tu restes chez toi. Soit tu te dis quand même, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas tout fait bien et qu'ils n'ont pas tout fait bien parce qu'ils ne savaient pas, mais ils n'ont pas tout fait bien parce qu'ils défendaient d'autres intérêts que la santé des citoyens. Ils pensaient qu'il fallait maintenir l'économie coûte que coûte et ils ont peut-être, je dis bien peut-être, je vais faire gaffe, tué des gens. Il y a des gens qui ont pris pour argent comptant ce qu'on leur disait, qui sont sortis, qui ont dit il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin, et qui aujourd'hui sont malades. Moi, dans mon entourage, il y a 5 ou 6 personnes qui sont décédées, des parents d'amis. Généralement, c'est des parents d'amis qui sont décédés. Et il y en a 5 ou 6 là. C'est beaucoup quand même. Et ces familles-là, elles ont besoin d'avoir ces réponses-là. Est-ce qu'ils ont tout bien fait? Donc normalement, Édouard Philippe devrait réclamer qu'il y ait une enquête pour mettre fin à toute cette histoire en 2 jours. Et il ne le fera pas. Hein. Si je peux rajouter une chose… Bien auprès du micro. Voilà, si je peux rajouter une parfait. chose, pour moi, c'est non seulement un droit, mais un devoir aussi. Oui. Citoyen. Parce que c'est ça, comme je disais au départ, hein, quand on parle de l'état de droit de la démocratie, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut et qui est figé. C'est une bataille constante en fait. Est-ce que non seulement cette procédure judiciaire, elle va être utile, y compris pour comprendre comment on aurait pu mieux faire. Ça fait aussi partie du travail nécessaire, du bilan à faire, de voir où est-ce qu'il y a eu des erreurs. Moi, je pense que effectivement, il y a une tendance, mais ça c'est pas nouveau du gouvernement, à infantiliser les gens et de pas se dire que on peut comprendre. Et nous, c'est l'attitude qu'on a eue au départ en disant bon, il y a une situation qui a été mal évaluée parce qu'on a cassé l'hôpital depuis des années. Ok, mais la situation est là, on va être débordé, il y aura plein de choses qu'on va faire mal, etc. Ok, ça, on peut comprendre à partir du moment où effectivement, on est clair, on met tout sur la table, y compris le coût humain dont on sait qu'il va avoir lieu parce qu'on ne pourra pas, etc. Mais on met vraiment tout sur la table. Et avec ça, du coup, on peut vraiment faire des choix. On peut dire oui, parce qu'il y a cette situation, on ne fait pas le premier tour, on ne fait pas, etc. Et du coup, ça peut aussi aider pour la suite, quand on sera confronté. On va être confronté à d'autres situations comme ça, pour ceux qui viendront ensuite en responsabilité, de savoir comment on peut faire mieux, améliorer. Donc, ces procédures-là, c'est des éléments qui peuvent faire jurisprudence, au sens où ça peut même donner des éléments ensuite pour améliorer la loi, pour améliorer les protections, parce que la procédure a montré que là, enfin, vraiment, je pense que c'est pas juste se faire un droit individuel, hein, c'est un devoir aussi et qui participera à améliorer les choses, à faire en sorte que on refasse pas les mêmes erreurs et que ça coûte pas. Et je pense que la dimension collective, elle est importante parce que c'est ça aussi qui protège. La dimension publique de la procédure, le fait qu'on en parle, que ce soit discuté, etc. Et la dimension collective. C'est ça la meilleure protection, on va dire, pour les gens et qui doivent avoir… Je ne veux pas affoler les gens qui nous regardent, j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux. Mais Daniel Obono dit un truc qui est très vrai, c'est qu'il faut préparer l'avenir pour une raison simple, c'est que le réchauffement climatique fait péter le permafrost, qui se fissure. Donc il va y avoir d'autres virus. Et que ce permafrost, qui est la glace là, très très profonde, qui date de millions d'années pour une partie, contient des virus, mais dont personne ne sait ce qu'il y a dedans, quoi. Et quand ça va nous péter au nez, ce truc-là, alors peut-être l'année prochaine, dans 10 ans, dans 30 ans, peu importe, il serait bien qu'on ait de quoi se protéger de façon simple, par exemple, des tests, des masques efficaces qui permettent de protéger celui qui le porte et ceux qui le rencontrent. Ce serait bien qu'on en ait en stock et pas… J'ai lu qu'il fallait 40 millions de masques aujourd'hui par semaine pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui,
on était en capacité, jusqu'à il y a 2 jours, 3 jours, d'en fabriquer 10 millions par semaine. Donc, on n'y arrivera pas. Et alors, j'ai entendu dire qu'ils allaient en fabriquer 1 milliard pour la sortie du confinement. Tant mieux. Bravo, bossez. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais si on avait attaqué ça, par exemple, le 15 janvier, aujourd'hui, on aurait tous des masques et on pourrait éventuellement endiguer plus rapidement encore la diffusion de ce virus. Voilà. Alors, comme vous avez parlé du permafrost, j'invite les gens à aller revoir. On a fait une émission sur le lien entre la crise sanitaire et la crise climatique avec Aurélien Barraud et Daniel Tanuro. Donc, je vous invite à aller revoir l'émission, elle date de la semaine dernière, elle est sur la page de TDH. On a beaucoup de questions encore sur des gens qui demandent est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être accusé de diffamation, est-ce qu'il n'y a pas le risque de plainte abusive. Donc, ce serait intéressant, juste pour vous, de travailler sur ça, de communiquer sur ça, histoire de faire taire les inquiétudes des gens. Et il y a des gens qui demandent est-ce que cette initiative a besoin d'un soutien financier? Non. Non, c'est très clair, il n'y a pas de besoin financier. Ça coûte, alors selon qu'on porte plainte, quand on dépose sa plainte, selon qu'on dépose les annexes qui contiennent toutes les pièces, qui font 5 pages, c'est un peu plus cher, parce que quand on peut le déposer par lettre recommandée avec accusé de réception, comme je disais au départ, en ligne. Mais il y a un coût pour l'accusé de réception, c'est un coût. Soit ça doit tourner autour de 8 €, un truc comme ça. C'est le seul engagement financier qu'on demande. Nous, on n'a pas besoin de… D'accord. C'est ça qui est bien avec et le confinement et Internet, c'est qu'on peut faire plein de trucs gratuits. Ouais. Et rapidement. Et rapide. Il y a Jonathan Reuf qui demande sur les municipales, qui dit, enfin c'est plus une remarque, enfin jusqu'à preuve du contraire, aucun parti n'a eu le courage de prendre ses responsabilités et d'inciter clairement à rester chez soi s'il est responsable. Mais je pense que c'est un peu plus adressé à vous, Daniel Obono. Vous en pensez quoi de ces critiques? Ce que je disais tout à l'heure, nous on s'est posé la question en fait. C'est juste que entre samedi 20 h et le dimanche 8 h du matin, on s'est retrouvé dans une situation où on avait justement plus les marges de manœuvre pour pouvoir comprendre, réfléchir, etc. Et donc on a suivi le mouvement. Mais effectivement, pris de court, voilà, moi je pense qu'elles n'auraient pas dû avoir lieu. Il n'aurait pas dû avoir lieu ce premier tour parce que il n'y avait pas les garanties sanitaires suffisantes. Et puis voilà. Mais après, oui, ça c'est. Je pense que tous les responsables politiques se sont posé la question, tous les mouvements se sont posés, tous les militants, comme je disais, et franchement, jusqu'au dernier jour de campagne, moi j'étais dans le 18e et je faisais campagne. Et il y a plein de militants. Et aujourd'hui, on a appris que des assesseurs, etc., étaient contaminés. Donc oui, moi je suis prête à assumer le fait que c'était une erreur et que on aurait nous les députés être confinés à partir du moment où il y a eu les premiers cas à l'Assemblée parce que c'était un foyer de propagation. On aurait dû avoir les tests. Les copains en fait se sont mis en autoconfinement tout seuls, mais justement sans avoir les informations, sans être suivis. Donc ça fait partie aussi, je pense, des choses en tant que responsable politique dont nous aussi on devra rendre compte. Comme quoi c'est pas juste le pouvoir. La différence, c'est que il y en a qui avaient les informations. Il y en a qui avaient les différentes options et les différents scénarios, qui ont pu faire ce choix-là, de dire on y va en connaissance de cause, alors que nous, on n'a pas eu ce choix-là. Voilà. Et je pense que c'est ça la différence fondamentale. Et de ce point de vue, moi, je demande aussi des comptes au pouvoir par rapport à ça en tant que parlementaire. Parce que j'estime que je n'ai pas eu le choix et j'ai été dessaisie de ce choix et de cette liberté de pouvoir dire voilà, nous, on me dit qu'il y a cette situation. Est-ce que je prends ce risque-là? Est-ce que, etc. On m'en a dessaisi, en fait, en ne m'informant pas suffisamment tôt. Voilà. On peut pas aller voter. Bon, on m'a interdit d'aller voter. Non, mais… ma compagne m'a dit non. J'ai dit, mais en fait, j'ai la même… Mais en fait, c'est l'information que j'avais moi, c'est celle que j'avais le samedi soir quand j'ai suivi l'allocution. C'était si on peut… enfin, le samedi après-midi, c'était si on peut aller au restaurant, on peut aller voter. Le samedi soir, c'était aller voter, mais demain, on ferme tout. J'ai dit, mais attends, le soir même. Et donc là, à un moment, moi, j'ai dit, je peux aller voter, c'est en bas de chez moi. Je mettrai un masque, un machin comme ça. Elle m'a dit non.
Tu es peut-être contagieux, tu sors pas. Je dis, bah, si je suis contagieux, tu es malade, toi. Hein. Elle m'a dit oui. Et bien justement, on ne sort pas, on ne va pas voter. Et pour m'empêcher d'aller voter, il fallait vraiment qu'elle soit convaincante. Mais je ne suis pas allé voter parce que je ne voulais pas aller dans un bureau de vote dans lequel j'aurais pu être contaminé si je ne l'étais pas et contaminer les gens si je l'étais, parce que j'avais ni masque, ni gel, ni rien. Rien. Et c'est vrai que les assesseurs aujourd'hui qui se retrouvent, parce qu'on pourrait toujours dire les gens qui sont allés dans les bureaux de vote, c'est pas là qu'ils ont été contaminés, mais c'est en allant chercher le pain à la boulangerie. Mais les assesseurs, je les encourage à aller télécharger sur plaintecovid.fr et puis de leur de dire, moi on m'a dit qu'il fallait que j'aille tenir un bureau de vote, j'y suis allé, je suis malade, donnez-moi des explications, monsieur, dame. Est-ce que vous avez tout bien fait à ce moment-là? Voilà. Je me demandais, Daniel Obono, il y a aussi, le gouvernement se repose aussi beaucoup sur le comité scientifique. Est-ce que les parlementaires ont accès aux informations de ce comité scientifique ou pas du tout? Non. Alors, ça fait partie des arguments que nous avons menés lors du débat sur le projet de loi d'état d'urgence sanitaire. Et ça a été une grosse bataille. C'était assez hallucinant. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats à un moment donné. Les maigres amendements qu'on a réussi à faire passer, il a fallu insister beaucoup. C'était des amendements en plus soutenus par tout le monde, hein, ça n'arrive pas souvent, justement pour dire qu'à partir du moment où désormais on déclenche l'état d'urgence sanitaire, il faut qu'on ait accès aux avis scientifiques sur lesquels se fonde le gouvernement. Et ça, je vous assure, il a fallu beaucoup insister pour qu'il concède qu'on ait ça dans l'amendement. Nous, on avait porté aussi le fait qu'il fallait élargir ce conseil scientifique parce qu'en fait, il a été mis en place de manière ad hoc, alors qu'en fait, il existe des institutions de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire le Haut Conseil à la santé publique, le comité d'éthique, etc. Il existe des associations des usagers du système de santé qui ont une habitude justement des questions sanitaires, et y compris de la manière dont on développe des campagnes de dépistage, etc. Je pense par exemple aux associations et collectifs qui ont l'expérience de la pandémie du sida. Et donc, enfin voilà, il y a un périmètre beaucoup plus large que ce que n'est aujourd'hui le conseil scientifique, qui permettrait en fait, et qui devrait permettre d'avoir justement tous les points de vue sur la table, y compris les points de vue contradictoires. Nous, on a insisté sur le fait de dire que le débat scientifique, il est jamais unanime en vrai. Il y a toujours un point de vue majoritaire et minoritaire. Et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause, il faut avoir les deux. Il ne faut pas juste avoir, en gros, la synthèse qu'ils mettent en ligne aujourd'hui maintenant sur le site du ministère de la Santé, ou en fait, qui est expurgé, où on dit, bon, ben, en fait, qui justifie en fait la position a posteriori, alors que ce qu'il faut qu'on ait, nous parlementaires, par exemple, quand on doit voter un état d'urgence sanitaire, c'est tous les points de vue, c'est-à-dire y compris les points de vue contradictoires, y compris les points de vue d'alerte, en disant, ben, si on fait ça, il y a tel risque, même s'il est minimisé, même s'il est minimum. Et donc ça, c'est les éléments, ils sont pas encore, ils sont pas du tout sur la table. Et c'est un point super important, parce que, et je finis là-dessus, le gouvernement, en fait, se défausse là aussi sur les scientifiques en disant, on suit l'avis des scientifiques. C'est ça leur argumentation. C'est les scientifiques qui ont dit, comme si c'était en fait une parole d'autorité, d'expertise absolue, alors qu'en vérité, le choix, il est toujours politique. Et surtout, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Surtout, voilà, d'abord, il y a des points de vue différents, mais en plus, on peut considérer, par principe de précaution, même si les scientifiques disent, en fait, il y a un risque minimal, on ne prend pas. Voilà, on ne prend pas, même s'il est minimal. Donc, se défausser sur le conseil scientifique, c'est une mauvaise excuse. Et puis, la composition de ce conseil scientifique doit refléter une plus grande démocratisation et une plus grande pluralité. Surtout qu'il y a des structures qui existent vraiment et qui font un travail depuis plusieurs années qui peut aider dans ce genre de situation et dans la prise de décision. Et ça, le gouvernement l'a refusé, ce qui est, de nos points de vue, problématique. Vous voulez ajouter un point, Bruno, ou c'est bon? Non, c'est bon. Alors là, je vais prendre deux questions à la suite parce qu'elles se ressemblent un peu. Il y a Amine CH qui demande: des tensions apparaissent entre les dirigeants de l'Union européenne en raison du refus des pays de l'Europe du Nord, Allemagne, Pays-Bas, de mutualiser l'endettement provoqué par la crise sanitaire au détriment de ceux d'Europe du Sud, Italie, Espagne. Quel est l'avenir de cette Union européenne? Moi, je rajouterais aussi, vous voyez, tous les pays là, qui sont en train de se voler les masques. Là, j'ai l'impression que c'est chacun pour soi. Et la question à la suite de Ibtissem Ben qui demande:
Que pense Obono de l'appel au Frexit dynamisé par ce scandale sanitaire? L'Union européenne porte une énorme responsabilité dans le délabrement des structures de santé dans toute l'Union. N'est-il pas le temps et le bon moment de sortir de cette Europe ultralibérale? Qui veut commencer? Vas-y, Daniel, amuse-toi. Une question simple. Alors, si tu veux, je peux te laisser le temps de réfléchir parce que moi, ce que je vais dire n'implique pas un parti politique, elle implique que moi. Mais c'est... L'Europe n'a jamais été dimensionnée pour ce type de choses. Pour une guerre, pour une pandémie, pour une Europe sociale, ça n'a jamais été fait pour ça. Elle a été dimensionnée au départ pour l'acier et le charbon, donc pour les affaires. Puis elle a été dimensionnée autour de la finance. Puis elle a été dimensionnée autour de la circulation libre des capitaux et des gens, mais avec des niveaux d'imposition différents par chaque pays, ce qui a permis de faire du dumping fiscal, social, à l'intérieur même de l'Europe. Donc, elle est dimensionnée, cette Europe, pour le commerce. Elle n'est pas du tout dimensionnée pour l'entraide. On le voit bien. On voit qu'en Allemagne, quand il y a eu les premiers flots de réfugiés, Merkel a ouvert les frontières en disant « Venez, nous, on est comme ça ». Elle l'a fait parce qu'elle a une population vieillissante et qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Elle ne l'a pas fait que pour des raisons humanitaires, mais elle l'a fait. Résultat, ça a fait monter l'extrême droite chez elle, ça fait tout péter. La moitié de l'Europe lui est tombée sur le dessus. Là, on voit bien que l'Italie, les pauvres Italiens, ils sont en train de se chauffer. À Lampedusa, tout ce qui vient d'Afrique. Maintenant, ils sont en train de se chauffer par la Grèce, tout ce qui arrive de Turquie. Et personne ne les aide. Elle n'est pas faite, l'Europe, pour ça. Elle est faite pour le pognon, point. C'est que pour ça. Et aujourd'hui, quand ça nous saute dessus à ce point-là, et je suis un Européen, moi je suis assez d'accord avec le programme de l'avenir en commun là-dedans. Moi je suis pas pour un Frexit, je suis plutôt pour qu'on dise, écoutez, on a signé des traités, ces traités ont valeur plus que de loi, ont valeur constitutionnelle presque, et on ne peut pas aller contre ces traités, c'est dommage. Alors on va renégocier ces traités. Jusqu'à aujourd'hui, c'était inimaginable qu'on renégocie des traités. Les Allemands ne voulaient pas. Les pays du Sud sont prêts à renégocier, ça a l'air assez évident, mais tous les pays du Nord, non. Je me dis que peut-être, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire péter ces traités et de dire, en cas de pandémie comme il y a aujourd'hui, ou en cas de grosse catastrophe, très grosse catastrophe humanitaire, je mets dans catastrophe humanitaire une immigration énorme. Parce que les gens qui viennent pas par plaisir. Personne ne quitte son village, sa ville, son pays par plaisir. On quitte parce qu'on va crever. Et il faut accueillir. On est obligé, on ne peut pas laisser mourir les gens, même si c'est ce qui se passe un peu. Et il faut redimensionner l'Europe pour que cette Europe soit humaine. Si ça n'a pas lieu, alors oui, il y aura des Frexit, des Italocites, des Espagnocites, il y aura tous les sites du monde, parce que les gens finiront par ne plus vouloir de la solidarité qui pourrait être magnifique entre Européens. Bien sûr que ça pourrait être magnifique. Mais les gens finiront par, les électeurs finiront par plus en vouloir. Et on va se retrouver avec tous les gens qui sont contre l'Europe, majoritaires un peu partout, et on aura des extrêmes droites très fortes un peu partout. Tu as eu le temps de réfléchir à ta réponse? J'ai eu le temps de trouver les propositions. Non, mais il y a deux choses. Moi, déjà, je pense que s'il y a bien eu un moment où la dite Europe qui protège, vous vous rappelez, c'était le slogan qui était mis en avant, etc., pendant la campagne des élections européennes. S'il y avait bien un moment où cette Europe qui protège pouvait donner la preuve de son effectivité, c'était ce moment-là. C'est en ce moment. Et malheureusement, et je dis malheureusement, même si moi, je suis de la génération Seattle, altermondialiste qui se bat depuis des années, etc. Mais malheureusement, et je dis vraiment malheureusement, l'Union européenne a failli. Je crois que la question de l'accueil et la crise de l'accueil des réfugiés était déjà pour moi l'exemple de ça. Mais là, je crois que ça a montré aux yeux de tous ce que disait Bruno Gassio aussi, le fait que l'Union, elle n'a pas été faite et elle continue à se faire
pas au service des peuples, mais au service, effectivement, de la concurrence libre et non faussée, etc. C'est ça qui a mené à la casse de tous les services publics, notamment le service public hospitalier. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une incapacité à penser autrement que dans qu'avec le schéma, ben oui, de la concurrence, même dans les discussions, par exemple, sur aujourd'hui les réponses à la crise, quand on interpelle le gouvernement pour dire il faut peut-être réquisitionner, il faut peut-être nationaliser, pas parce que c'est un fétiche, mais parce que c'est la meilleure manière d'organiser les choses. Ils nous disent, ah ben non, vous faites de l'idéologie, alors nous, on va faire l'idéologie contraire, qui est dire, il faut laisser le marché, il faut faire des appels d'offres, il faut mettre en concurrence les uns et les autres pour qu'ils aient la meilleure idée, etc. Ils n'arrivent pas à penser autrement qu'avec la matrice qui a été celle de l'Union européenne. Et moi, du coup, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut désobéir. Oui, aujourd'hui, de toute façon, en fait, ils se sont rendus compte que c'était intenable. Et pour la première fois, l'Allemagne a explosé enfin, de manière provisoire. Ils ont dit, bon, c'est bon, on s'en fout du déficit, etc. Donc, ça ne doit pas être provisoire. Aujourd'hui, on doit massivement réinvestir dans le service public hospitalier, dans le service public de la recherche, parce que ça, c'est aussi un autre aspect fondamental, dans la relocalisation industrielle. On est quand même, il y a 2 ou 3 jours, Emmanuel Macron qui fait un grand discours sur la souveraineté quand il est allé visiter cette usine de masques. Un jour après, que le Conseil de l'Union européenne, et le Conseil, je précise, c'est composé des chefs de l'État. Donc, encore une fois, c'est parce que les chefs de l'État et donc les États nationaux sont d'accord que ça se fait. Le Conseil de l'Union européenne, la veille, a autorisé la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. C'est un accord de libre-échange qui va accélérer les délocalisations, qui va accélérer le grand déménagement du monde. En fait, tout ce qu'il ne faut pas. La même personne qui a donné son accord pour ça la veille vient nous expliquer qu'il faut la souveraineté, etc. Donc oui, je pense que moi, je ne suis pas en faveur du Frexit parce que je pense que ça n'a aucun sens. On est les premiers responsables en fait de l'état dans lequel se trouve l'Europe. Et donc, parce qu'on est responsable, on doit faire en sorte de s'en sortir tous ensemble avec la coopération, en s'inspirant du meilleur de ce qui se fait, en s'inspirant par exemple, une fois n'est pas coutume, nous on le dit, en s'inspirant de ce que fait l'Allemagne aujourd'hui, qui a des capacités de dépistage massives. Et on pourrait coopérer pour trouver les moyens et voir comment ils font pour ça. Donc moi, je suis pour s'en sortir tous ensemble en changeant structurellement le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, désobéir, investir massivement et changer le fonctionnement. Mais c'est vrai que pour ça, il faut que nationalement, il y ait des majorités qui disent non. Et si la France dit non, et si la France a une majorité qui dit non et qui met ce rapport de force, ben voilà, de fait, l'Union européenne change parce que elle ne peut pas se faire sans la France. Ou alors, elle implosera d'elle-même, en fait. Il n'y a même pas besoin de faire un Frexit. Si nous, on dit non, ben, c'est à l'arrêt et c'est obligé de recommencer sur d'autres bases ou alors de mettre autre chose à la place. Voilà, en fait, en tout cas, moi, la démarche que nous, on défend. Alors là, on dépasse un peu. Est-ce que ça vous va si on se donne encore 15 minutes et on arrête à 1h30? Je fais encore 2-3 questions, on arrête à 1h30. Quand tu veux, c'est toi le patron. J'aime cette phrase. On est confinés, de toute façon, là. Oui, moi j'ai le temps, on est confiné, je peux passer la nuit. C'est moi qui me fatigue. Oui, il y a un truc que je voulais ajouter sur l'Europe. La France s'est inspirée, là, avec la mise au chômage partiel du Kurzarbeit allemand, qui est une façon de gérer le chômage et les crises industrielles. Plutôt que de le faire par le chômage, on licencie tout le monde, on réduit considérablement le temps de travail. Et on dit à quelqu'un, par exemple, voilà, dans la boîte, il y a beaucoup moins de commandes, le carnet de commandes est vide, on va pas te licencier, par contre, tu vas venir travailler que 20 heures. On va te payer que 20 heures parce qu'on a besoin de toi que 20 heures. Par contre, l'État va prendre en charge ce qui va te manquer. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher à l'État que de payer 100% d'un chômage. Et ça coûte à l'entreprise, ça désocialise pas déjà quelqu'un qui va se retrouver à la rue. Et ça, à l'entreprise, ça lui coûte que 20 heures. Donc, en fait, tout le monde y gagne. Ils font ça depuis toujours là-bas. Dès quand le carnet de commandes baisse, ils licencient pas. Ils mettent en chômage partiel. En tout cas, ils diminuent considérablement le temps de travail. Ce qui est quand même le signe
qu'il vaut mieux partager parce que ça coûte moins cher à l'État, ça coûte moins cher à l'entreprise et ça coûte moins cher aux individus qui ne se retrouvent pas totalement désocialisés avec la honte d'être chômeur. Je le sais que je suis chômeur, mais il y a quelque chose de pénible à l'être, franchement. Alors qu'on pourrait travailler beaucoup moins. Et je trouve que c'est assez intéressant qu'aujourd'hui, dans un pays très libéral comme la France, on se dise, tiens, si on faisait du social, pas comme les Allemands, hein, parce que les Allemands ne sont pas tout à fait sociaux, mais dans cette partie-là, en tout cas, ils ont été plus malins que nous. Et ils ont un taux de chômage beaucoup plus bas. Pour rebondir sur ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque actuellement que l'État libéral profite de cette crise pour détruire un peu tous les droits des travailleurs? On parle notamment de la semaine associateur, on parle des congés, là, qu'on va forcer les gens à congé. Est-ce que ce n'est pas un risque dont il faut se méfier là, actuellement? Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Oui, je pense que oui, ils vont profiter de ça. Mais il y a deux façons de sortir du truc. Quand la crise sera terminée, si quelqu'un disait on ne retourne pas au boulot, on ne relance pas l'économie, on part tous en vacances, il aurait quand même l'air con. Par contre, plutôt que de dire on va faire bosser 60 heures par semaine certains et 0 heure d'autres, on va dire, ce qui serait intelligent, c'est de dire partageons, faisons 30-30. Voilà, tout le monde fait 30 heures. Et on va embaucher, on va donc faire rentrer de cette façon-là des cotisations sociales. Donc, on va pouvoir s'occuper de l'hôpital. Ce serait une façon intelligente d'en sortir. Je ne pense pas que c'est le choix qui sera fait. Ceux qui ont du boulot, on va leur dire tu bosses 60 heures. Et ceux qui ont du boulot 60 heures, compte tenu des lois qui ont été votées, ils vont se retrouver à se dire mais moi, je veux faire des heures supplémentaires parce que je vais gagner plus. Et les autres qui sont à zéro, ils vont dire ouais, mais moi, on me laisse sur le bord du chemin. Et ça va créer des dissensions, des colères, des frustrations encore plus. Alors qu'il suffirait de dire oh, on va tous se remettre au boulot. Les vacances, je ne pense pas que c'est super le moment d'en prendre, mais vous les prendrez plus tard. Et ça, c'est un discours, encore une fois, qui n'est pas infantilisant, qu'on pourrait tous entendre. Pourquoi prendre des vacances? Putain, il faut relancer le truc, ça fait 3 mois que tout est arrêté. Tout le monde peut comprendre ça. Mais si on partage, tout le monde le fera d'autant plus facilement. Et si moi, je n'ai pas de boulot demain, mais dans mon secteur, c'est un peu compliqué, mais si je n'ai pas de boulot demain et que je vois mon voisin qui fait 60 heures, je me dis, mais pourquoi ça ne tient pas debout, votre truc? Moi aussi, je vais être utile. Donc, j'espère qu'on en sortira de cette façon-là, mais je ne crois pas qu'ils choisiront la façon intelligente, ce n'est pas leur truc. Il faudrait que ce soit fait de manière égalitaire. Oui, ben c'est partage. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a voté contre le projet de loi de mesures d'urgence. Parce que non seulement, en fait, ils avaient refusé précédemment tous les amendements qu'on avait faits au niveau du projet de loi d'urgence rectificative. C'est idéologique, c'est idéologique. C'est parce que c'est vous. C'est parce que c'est voilà. Mais eux, c'est pas du tout idéologique. Par exemple, de refuser de rétablir l'ISF. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir une perte économique et financière, donc il va falloir des moyens, notamment financiers. Et on a été franchement modéré en disant temporairement. Temporairement, rétablissons l'impôt sur la fortune. Temporairement, supprimons la flat tax, etc. Parce qu'on va avoir besoin de cet argent. Ils ont refusé. Ils refusent ça et en même temps, ils mettent en œuvre effectivement des mesures de régression sociale. Et là, encore une fois, provisoire. Provisoire, mais bon, c'est comme l'état d'urgence antiterroriste qui a été intégré dans la loi. Et en plus, ils font ça en refusant de déterminer les secteurs essentiels, c'est-à-dire, par exemple, quand Amazon entasse des centaines de salariés dans des entrepôts pour aller livrer des choses qui ne sont pas du tout essentielles, futiles, et donc on met en danger les salariés qui n'ont pas de protection, bien sûr. On dit, en fait, c'est peut-être pas essentiel, ça, effectivement. Ouais. Et est-ce qu'on peut lister justement les secteurs où les gens vont devoir travailler, où il va falloir embaucher plus de gens, effectivement, parce que ça ne sert à rien de crever les gens à bosser 60 heures, à être crevés, etc. Donc, en fait, on s'est rendu compte que Macron a fait un discours à la Sarkozy en 2008, mais la manière dont, en ce moment même, ils mettent en œuvre, en fait, l'État et leur intervention pour gérer la crise est toujours avec le même logiciel. Et donc, ça va aussi déterminer la suite. Voilà pourquoi nous, on a voté contre le projet de loi et qu'on dit, c'est maintenant justement que la suite se prépare là-dessus. Parce qu'effectivement, ce qui a été dit, c'est que
je suis d'accord avec ce qui a été dit par Bruno Gassio, quand on dit, en fait, je pense que tout le monde a conscience qu'on va être dans une période difficile et tout le monde est prêt, en fait, à faire les efforts. Mais ça doit être fait de manière démocratique, au sens où les gens, par exemple, les salariés dans les boîtes, ils sont conscients des risques, ils sont conscients des besoins, ils peuvent discuter et déterminer, voilà, qu'est-ce qui est essentiel ou pas dans la production, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et redonnons-leur du pouvoir, redonnons des CCT qui permettront de mieux protéger, parce que c'est ça les instruments. Donc, en fait, il y a tout le discours là pour essayer de mettre au pas avec les discours sur la guerre casanier, c'est typique en fait de ce libéralisme autoritaire où en fait on croit qu'en fait il faut mettre les gens au pas et il y a que comme ça qu'ils font les choses en fait. Alors que en expliquant, en planifiant, en organisant, en fait les gens ils sont prêts à inventer en plus plein de choses. Et je pense que c'est cette bataille là qu'il faut mener aujourd'hui pour faire en sorte que la sortie de crise elle se fasse dans des conditions économiques, sociales, écologiques acceptables, parce qu'il ne s'agit pas non plus, en fait, à la reprise de l'activité, de surconsommer, du surproduire, et voilà, de se mettre à se dire, bon, comme il faut relancer l'économie en faisant tout et n'importe quoi, on va y aller, les avions, etc. Non, on doit tirer les leçons de la situation en disant, en fait, c'est le moment, en fait, de bifurquer. C'est le moment de mettre l'énergie, les ressources dans une véritable bifurcation qui permettent vraiment, en fait, y compris à ce que la société soit en capacité d'encaisser les prochains chocs, parce qu'on sait qu'ils arrivent. Et donc, il faudra qu'on ait une société qui soit en capacité de réduire son activité, et d'avoir des cycles, voilà, qui soient plus maîtrisés, des cycles d'activité, etc. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Mais ça, effectivement, c'est une bataille politique à mener. Alors, pour ceux que ça intéresse sur ces questions économiques et sur les questions des droits de travailleurs, j'invite les gens à regarder l'émission qu'on a fait hier avec Bernard Friot et Axel Persson où on aborde ces sujets. C'est vraiment très intéressant. Et là, Bernard Friot, on arrive à le comprendre. Donc, allez-y. C'est accessible. On va faire encore 2 questions et après, on fait la conclusion. Jo Mibra, ouais. Pourquoi les sondages donnent-ils Philippe et Macron en hausse? J'ai beaucoup de mal à y croire. Est-ce que ça ne vous déprime pas? Là, c'est ma question personnelle. Est-ce que ce n'est pas déprimant, ça? Je m'en fous complètement. Qu'ils soient en hausse, qu'ils soient en baisse, c'est pas le sujet. Déjà que des journaux pensent à faire des sondages pour savoir s'ils sont en hausse ou en baisse. Par contre, est-ce qu'ils sont crus m'intéresse. Mais qu'ils soient en hausse ou en baisse, j'ai jamais commenté un sondage. Je m'en tape complètement, franchement. D'accord. Daniel Obono. L'attitude de prendre ça en fait quand ça nous arrange, quand ça n'arrangera pas, justement parce que la valeur scientifique du truc, on peut ironiser aussi sur le fait que je pense depuis 1 an et demi, Macron perd 4 points et descend et 25%. C'est vrai. Il a son forfait 30. Oui, voilà. Il a un forfait 30, il est bloqué à 30. Il baisse, qu'il monte, il est à 30. Voilà. Et à chaque fois qu'il rebondit, mais en fait. Après le reste, c'est de l'impressionnisme, mais se rappeler en fait ce qui se passe dans ce pays depuis 1 an et demi permet de mettre les choses en perspective. C'est-à-dire, on est passé de la mobilisation des Gilets jaunes avec un soutien majoritaire dans la population pour ces revendications. On est passé ensuite, dans la foulée quasiment, à la mobilisation sur les retraites, avec un soutien majoritaire de la population à ces revendications, avec des formes d'action, etc., avec une remise en cause de Benalla venez me chercher au Bouffe du Nord, etc., de la personne de Macron. Enfin, il y a des signaux quand même dans la société qui montrent que il y a une grosse colère, qui monte, qui se cristallise, y compris sur Emmanuel Macron. Et pour moi, ça, c'est des signes, y compris, il y a des travaux, il y a des journalistes qui ont fait le travail, des chercheurs qui ont fait les travaux, qui montrent que je pense que la société, elle était déjà loin d'être macronisée. Je ne crois pas qu'elle a été convertie en même temps et au macronisme. Ce que je crois, c'est qu'en fait, dans ce moment, en fait, les gens, on va dire spontanément, ils veulent bien faire. Ils veulent, ils se disent, bon, on est dans cette situation-là, majoritairement, les gens, ils acceptent les consignes quand même, en fait. 9% des gens, à part ceux qui sont barrés dans leur résidence secondaire, etc., ils subissent et ils acceptent de subir un confinement, même dans des conditions. Il y a cette acceptation-là aussi qui fait partie de la survie et peut-être un peu de fatalisme.
Mais au-delà des sondages faits par la Pravda JDD, je pense que la réalité du pays, c'est celle d'une colère qui est confinée, mais qui reste qui monte, ouais. quoi. Donc, alors, voilà. On va faire la dernière question avant la conclusion. C'est Ibtissem Ben qui demande. Alors, c'est adressé à vous, Daniel Obono, mais vous pouvez répondre aussi, Bruno Gassio. Je pense que ce sera intéressant. Elle demande que compte faire la FI contre les dérives autoritaires et le flicage orwellien qui s'organise sous nos yeux. L'opposition a clairement un rôle à jouer là-dessus maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives aussi. Je veux dire. Oui, mais il y a une continuité. Hein. Il y a une continuité. Ouais. Les marqueurs du régime depuis les Gilets jaunes, mais même avant, en tout cas, ça a été accéléré depuis les Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui, sont pas bons du tout. Nous, on parlait effectivement d'un tournant autoritaire depuis plusieurs mois, et on voit qu'y compris tout ça se fait de manière extrêmement discriminante sur les quartiers populaires, sur les personnes racisées. Voilà, on va stigmatiser, y compris des médias qui reprennent ça en boucle, etc. Enfin bref. Nous, ce qu'on fait, c'est en tant que force parlementaire, c'est d'interpeller, de s'opposer et de s'appuyer aussi sur le travail qui est fait par les collectifs. Là, il y a eu, il y a quelques jours, un communiqué commun de plusieurs associations, la LDH, les collectifs contre les contrôles au facial, etc., qui ont interpellé et le travail du défenseur des droits. En fait, faut favoriser à la fois l'auto-organisation et l'autoprotection des gens localement. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui filment systématiquement, c'est super important parce que ça montre que on les regarde, on les voit, ils sont vus, ils sont filmés, ça circule. Donc ça, c'est la première arme de protection individuelle et collective. Filmer systématiquement, etc. Voilà, diffusez-les. Quand c'est possible, aller porter plainte aussi. Il y a ça. Il faut faire les signalements, même si on sait que l'IGPN et compagnie, voilà, on signale. Et voilà. Après, il y a la difficulté, c'est en confinement. Il n'y a pas d'autres formes d'action, mais c'est quelque chose, effectivement, dans la dimension démocratique, y compris nous. C'était une des dimensions aussi sur lesquelles on a alerté dans l'état sanitaire, c'est que ça donne des pouvoirs de ouf, quoi, au ministre. Donc voilà, on est aussi mobilisé sur cette question et on appelle, comme sur tous les sujets, à l'auto-organisation, à se protéger et à user de tous ses droits. Voilà, on a encore des institutions démocratiques dans ce pays. Il faut en user, signaler aux défenseurs des droits, filmer, etc. Je rajoute, avant que vous répondiez, Bruno Gassio, que mardi, on avait reçu, on a fait beaucoup d'émissions sur le sujet, on avait reçu Amel Bentounsi et elle avait lancé avec les familles des victimes une application qui s'appelle Urgence Violence Policière, une application pour filmer ces violences policières. Donc, j'invite encore les gens à télécharger l'application parce que ça peut vraiment aider. Bruno Gassio, vous voulez sur un régime autoritaire, c'est… Oui. Oui, c'est presque la logique d'un gouvernement de DRH. C'est-à-dire qu'un DRH est formé à vous faire tourner en bourrique, il est formé à ne pas écouter, il est formé à sourire, il est formé à être calme, et il est formé à te dire on va créer t'inquiète, on va créer une commission, t'inquiète. Nous travaillons aujourd'hui, vous ne connaissez pas tout. Et quand on sort du bureau d'un DRH, on a l'impression qu'on a le pantalon sur les chevilles. On se dit, ça s'est bien passé, dis donc. Enfin, je peux plus marcher, mais c'est bien, c'est marrant votre truc. Et en fait, ce gouvernement est fait de DRH. Ma copine, elle me dit souvent, mais comment ils font avec tout ce qu'ils prennent sur la tête pour continuer à être aussi calme et tranquille? Ce sont des DRH. Ils gèrent l'entreprise France. Eux, ils sont là pour ça. Et quand un DRH se retrouve face à une grève, face à quelque chose de violent pour lui, parce qu'il n'y a que ça qui leur fait peur, c'est cette violence qui se dirige vers eux. Et quand ils en sont là, c'est les CRS tout de suite. Ah là là, regardez ce que vous avez fait. Nous, on vous a écouté, hein. On n'a pas arrêté de vous écouter. On vous a pas entendu, hein, on s'en fout complètement. Mais on vous a écouté. Et vous, tout ce que vous faites, c'est la grève. Eh ben, on va vous envoyer la police. C'est la suite logique de
des nominations dans ce gouvernement. Il n'y a que des DRH dans ce truc-là. Enfin, il y en a beaucoup. Et ils sont formés à ça. Donc, on ne les aura pas comme ça. Ils resteront calmes quoi qu'il arrive parce que c'est leur formation. On peut leur déverser des tonnes d'arguments sur la tête. Ils s'en moquent. Ils s'en foutent. Donc, c'est la mobilisation. Daniel Obono a raison. La mobilisation, c'est d'abord effectivement de tout filmer, de montrer qu'il y a des gens qui sont agissants et que ça n'est pas une toute petite minorité gauchiste agissante, parce que sinon ma mère de 85 ans est devenue gauchiste. C'est une bonne chose, tant mieux. Ah ben, elle peut plus elle n'est pas gauchiste, je te jure. C'est une ouvrière, elle a voté PC dans sa jeunesse, elle a fait pire après, mais elle est aujourd'hui, elle dit, mais elle est avec une vraie Stéphanoise. Ah non, c'est une Stéphanoise, elle est avec les fourches. Elle dit, non, mais ces gens-là, il faut les sortir à la fourche, ils partiront jamais. Et là, tu te dis, ouais, non, mais maintenant, calme-toi quand même, on n'est pas. Elle dit, mais tu veux faire comment, ils t'écouteront jamais. Et effectivement, tu te dis, ouais, effectivement, et c'est vrai qu'ils n'écoutent pas. Et aujourd'hui, il y avait une occasion. J'ai écouté ce que disait Mélenchon, souvent, ses interventions. Je l'ai trouvé au début extrêmement raisonnable. Je me disais, tiens, c'est. Pourquoi en fait il est raisonnable? En fait, ils sont en train de rouler dans la farine. Mais il était très raisonnable, il était prêt à participer. Je vous ai suivi, tous autant que vous êtes, là, la France Insoumise à l'Assemblée, poser des questions. Les réponses, c'était mais d'un mépris, mais monumental. Alors que ce n'était pas le moment de faire ça. Le moment, c'était au contraire, s'ils avaient été malins, les DRH, c'était de se mettre la France Insoumise dans la poche et de les cornériser définitivement en disant « Mais vous avez voté avec nous, vous avez été d'accord, on a pris vos amendements, on vous a écouté. Alors maintenant, venez pas la ramener, vous voyez bien qu'on vous écoute. Et là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent après ?» Non. Là, ils ont remobilisé tout le monde en rejetant en bloc tout ce qui peut venir de ce qui n'est pas eux. Et bien, c'est dommage, mais ils sont comme ça. Et ça va encore durer quelques temps, parce que, à part les faire démissionner, puisqu'ils ne le feront pas, il n'y a pas d'autre moyen que d'attendre des élections. Eh ben, écoutez, je vais faire une dernière question qui servira de conclusion et pour résumer un peu toutes vos interventions, ça sera à chacun votre conclusion. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Si on veut changer les choses maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer l'après-confinement? Imaginons, on sort dans un mois, qu'est-ce qu'on doit faire, la première chose qu'on doit faire? Première chose qu'on doit faire quand on sort dans un mois? Alors, je ne sais pas ce qu'on doit, mais ce qu'on va. C'est-à-dire que tout le monde va aller boire des coups, serrer tout le monde dans ses bras. Ouais, venez, on fait la teuf et tout ça. Alors, nous, on va boire des sélectos, nous. On va boire. C'est très normal. Hein. C'est tout à fait normal. Moi, ça fait 20 jours que je suis confiné. Je veux dire que dès que je veux pouvoir sortir, ah ouais, je veux voir des gens, je veux voir mes amis. Mais après, pour en sortir, on en a parlé pendant toute l'émission. En sortir, c'est arrêter de nous infantiliser. Moi, je n'ai pas besoin d'être rassuré et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas être rassurés, mais informés sur ce qui se passe pour pouvoir eux-mêmes prendre les décisions en connaissance de cause. Maintenant, si on dit à quelqu'un, il ne faut pas sortir, si tu sors, tu vas être malade et qu'il sort quand même, tant pis pour sa gueule. Par contre, si on lui dit, je ne sais pas, non, va pas au bistrot, mais va voter, quand tu sors, il y a des gestes, hein, oh là là, il faut rester à 1 mètre, mais sans masque. Ah bon? Oui, et puis que des scientifiques viennent te dire non, non, finalement, c'est les postillons. Puis le postillon qui a été posé sur la poignée de porte que tu vas, à un moment, arrêter de nous infantiliser. Informez-nous. Après, la sortie, je crois que sur le travail, on en a déjà parlé. Ce serait bien que tout le monde puisse aller au boulot après et que les vacances, tout le monde est prêt à pas aller partir en vacances spécialement et d'aller retourner bosser. Mais si c'est pour bosser 60 heures pour les uns et 0 pour les autres, alors que tout le monde pourrait bosser 30, tu vois, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Les gens vont être en colère. Donc, il faudrait réfléchir. Il faudrait pas. Pour organiser ça, est-ce qu'il faudrait, je sais pas, organiser des rencontres entre les différentes forces politiques ou je sais pas. Non, ils n'écouteront jamais. Ce sont des DRH. Ils vont faire à leur façon parce qu'ils pensent qu'ils ont raison sur tout. Et ils feront à leur façon. Voilà, et ils maintiendront l'état d'urgence sanitaire le plus longtemps possible pour que les flics occupent la rue et pas les gens. C'est comme ça qu'ils vont faire, voilà. J'en suis déplorable. Si vous avez une note un peu plus optimiste. Je vais faire le côté optimiste de la volonté de son pessimisme, de l'intelligence, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour celles et ceux qui peuvent
le faire en confinement et ceux qui ne sont pas en confinement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas confinés, malheureusement. C'est vrai. Et les plus précaires, souvent. Ils sont précarisés, etc. Donc, déjà s'informer. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont produites, des choses très intéressantes, très intelligentes. Alors, je dis, nous, on produit en tant que mouvement, on travaille sur des propositions, notamment sur la question du déconfinement, mais il y a vraiment Attaque qui a fait des textes, il y a tous les médias alternatifs là qui font du Monde Diplo à Reporter à Bastamag, il y a vraiment des informations de très grande qualité et qui vont permettre justement d'engranger du savoir et du pouvoir à terme, quoi, qu'on pourra mettre en action de justement comment on fait autrement. Parce que toute la question, c'est comment on sort de cette crise sans revenir à la normale. Pour moi, il n'y aura pas de retour à la normale. Il doit y avoir une bifurcation qui est prise, une bifurcation écologique, sociale, solidaire, démocratique. Et pour ça, ben, on a le temps. Enfin, il faut qu'on s'organise pour ça. Donc, s'informer, aider par tous les moyens possibles à la mobilisation des salariés qui sont sur le terrain, soutenir de toutes les manières qu'on peut. Par exemple, les travailleurs des plateformes qui sont envoyés, voilà, pareil, faire des allers-retours et s'exposent, etc., qui se mobilisent dans certains coins. Donc, faut regarder sur les sites. Il y a un syndicat qui s'est constitué. Pareil, les salariés d'Ameuse soutenir là-dessus. Et puis, il va y avoir un déconfinement ciblé. Je pense que les gens, quand ils repartent au travail, la première chose, c'est se réunir, CHSCT, exiger des conditions de travail qui protègent tout le monde. Et puis ça, sur les lieux de travail, se mettre en grève pour ça. Parce que pour moi, il ne faut pas qu'on se dise, sous prétexte qu'il y a l'état d'urgence sanitaire, que du coup, on n'a plus les outils de la mobilisation et de la protection collective. Parce que les grèves sont une forme de protection collective. À un moment donné, ce qui se passe dans certaines régions en Italie, c'est que les gens, ils se sont mis en grève dans des secteurs en disant, en fait, non, nous, on va pas continuer à travailler dans ces conditions. Donc, utiliser tous les outils qui existent aujourd'hui dans le droit, et la grève reste un droit, pour dire, voilà, et y compris pour dire, ce secteur-là, il n'est pas essentiel, on s'arrête. Et voilà. Et vous donc, construire le rapport de force. Moi, je fais partie d'un mouvement politique, je suis une élue, donc je pense que le vote est l'issue, une des principales issues pour sortir complètement de pas juste la crise récente, mais cette crise qui se construit depuis des années, sociale, écologique, démocratique. Surtout qu'il y a les municipales qui vont arriver après le confinement. Mais il y aura peut-être un rematch premier et deuxième tour pour celles qui n'ont pas eu lieu. Il y a les régionales, etc. Donc, il y a cette arme-là. Mais je crois que pour que ça se traduise en vrai changement, il faut que les gens soient mobilisés, en fait, dans la rue quand c'est possible ou ailleurs. Et donc, voilà, moi, j'appelle vraiment à l'auto-organisation préparée par le savoir et l'information. La confinement, c'est aussi ça, en fait. Quand nous, on parle d'une planification, c'est pas juste les moyens de l'État, etc. C'est planifier nous-mêmes, en fait, le déconfinement. C'est imaginer nous-mêmes le déconfinement qui permettra de faire basculer et qui empêchera le retour à la normale. Parce que comme disent les Argentins, on veut pas de retour à la normale, c'est la normale qui est le problème. En fait, c'est la normale qui nous a mis dans cette situation. Donc, il n'y aura pas de retour à la normale. Voilà, c'est ça l'ordre. Et organisons-nous pour ça, en fait. Super. Eh ben, ce sera le mot de la fin du débat. Je vais juste quelques mots avant de nous quitter. Donc, merci Bruno Gassio et merci Daniel Obono. C'était très intéressant. Je rappelle aux gens qui nous suivent déjà de partager cette vidéo, parce que elle était très intéressante. On a eu 2 invités de qualité. De liker. Si vous voulez soutenir Parole d'honneur, vous pouvez le faire en faisant un don sur le lien qui doit apparaître sur l'écran. On va aussi faire circuler encore une fois le lien du site pour porter plainte. Je vais dire le site internet. Plaintecovid.fr. Voilà, normalement, ça doit... Au singulier. C'est au singulier, plainte. Voilà. Donc, normalement, ça doit s'afficher. Je n'ai pas le contrôle là-dessus, mais Omar va le faire. On a fait la 5 émissions d'affilée. On est assez fatigué à Parole d'honneur et la Perm. Donc, on se retrouve seulement dans 2-3 jours. Donc, abonnez-vous pour avoir l'actualité. Oui,
On est Stakhonovis, nous. On y va. Et donc, le mec, il fait 5 émissions, il est crevé, putain. Non, mais on a fait 5 émissions. Une chance, c'est que les infirmières ont autre chose à foutre qu'à te regarder, parce que là, tu vas te faire tuer. Ouais. Alors, non, on a fait 5 émissions sur des sujets différents. Et je vous avoue, préparer l'émission sur Frio, ça m'a fatigué. Donc voilà. Donc, merci à tous les auditeurs et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée à vous. Ciao. À bientôt.